Pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui a détruit votre vie et qui est revenu comme si rien ne s'était passé? C'était par un matin d'automne à Paris que ma vie a changé à jamais. Les feuilles dorées tombaient lentement sur les trottoirs du jardin du Luxembourg, tandis que moi, Geneviève Laurent, à 63 ans, je me remémore ce jour où je préparais mon petit déjeuner comme n'importe quel jour ordinaire. Le téléphone avait sonné. C'était l'hôpital Saint-Antoine. Ma fille Sophie venait de donner naissance à un garçon en bonne santé, mais quelque chose n'allait pas. Très mal. Madame Laurent, votre fille a quitté l'hôpital. Elle a laissé le bébé. Il y a une lettre pour vous. J'ai senti mon corps se figer. Sophie avait toujours été impulsive, mais ça, c'était inimaginable. J'ai couru à l'hôpital comme si ma propre vie en dépendait. En chemin, des images de Sophie enfant défilaient comme des flashs dans mon esprit. Son rire pendant qu'elle courait dans les rues de Montmartre, son premier jour d'école, les disputes à l'adolescence quand elle a commencé à s'éloigner de moi. À l'hôpital, une infirmière au regard compatissant m'a remis une enveloppe. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à l'ouvrir. « Maman, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas prête. » Son père ne sait même pas qu'il existe. Peut-être qu'un jour je reviendrai. S'il te plaît, prends soin de Thomas. Sophie. Seulement ça. 18 ans de vie réduit à 4 lignes froides. Aucune explication réelle, aucune excuse. Juste une demande impossible à refuser. Quand j'ai vu Thomas pour la première fois, quelque chose s'est brisé en moi. Si petit, si fragile, enveloppé dans une couverture bleu clair. Ses yeux, identiques à ceux de Sophie, m'ont regardé avec une innocence qui ignorait la trahison qu'il venait de subir. « Que allons-nous faire maintenant, petit ?» ai-je murmuré, en tenant sa petite main qui a saisi mon doigt avec une force surprenante. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. J'ai transformé mon appartement dans le 6e arrondissement en un foyer pour un nouveau-né. Moi, qui prévoyais enfin de voyager après des années de travail comme professeur de littérature au lycée Henri IV, j'achetais maintenant des couches et préparais des biberons. Je me souviens de la première nuit seule avec Thomas. Il pleurait sans cesse, et moi, épuisée et désespérée, je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai pleuré avec lui. « Pourquoi as-tu fait ça, Sophie? Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» J'ai essayé de la retrouver. J'ai engagé des détectives, fouillé les réseaux sociaux, contacté tous ses amis. Rien. C'était comme si elle avait disparu dans l'air, comme la brume matinale de la Seine qui se dissipe au premier rayon du soleil. Les mois sont devenus des années. Paris continuait sa vie autour de nous, les touristes visitaient la Tour Eiffel, les couples s'embrassaient sur les ponts, les étudiants débattaient dans les cafés tandis que j'apprenais à être mère à nouveau, cette fois d'un garçon qui n'était pas mon fils, mais qui est rapidement devenu mon monde entier. Thomas a commencé à marcher, s'agrippant à mes jambes ridées. Puis sont venus les premiers mots, « Mamie, pas maman ». J'ai décidé dès le début qu'il connaîtrait la vérité adaptée à son âge, bien sûr. Que sa mère l'aimait, mais qu'elle avait dû partir. Qu'un jour peut-être elle reviendrait. Dans notre petit appartement avec vue sur les toits de zinc parisiens, nous avons créé notre propre famille. Le dimanche, nous nous promenions au marché aux puces de Saint-Ouen, où Thomas adorait fouiller dans les antiquités. Par les chaudes après-midi d'été, nous nous asseyions au bord du canal Saint-Martin en mangeant une glace à la lavande de chez Bertillon. Pendant les froides soirées d'hiver, je lui lisais des histoires de Victor Hugo sous la chaleur des couvertures. La douleur de l'absence de Sophie n'a jamais complètement disparu. À chaque anniversaire de Thomas, je mettais un morceau de gâteau supplémentaire sur la table. Un rituel silencieux, une chaise vide, une attente sans fin. Quand Thomas a eu 7 ans, il m'a demandé, alors que nous observions les bateaux sur la Seine. « Mamie, tu crois que ma mère se souvient de mon anniversaire ?» J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Comment expliquer l'inexplicable à un enfant?
J'en suis certaine, mon petit. Certaines personnes portent des douleurs que nous ne pouvons pas voir. Ta mère lutte contre ces douleurs, mais cela ne signifie pas qu'elle ne pense pas à toi tous les jours. C'est ce que je voulais croire. Que Sophie n'avait pas simplement oublié, qu'il y avait une raison plus importante à son abandon. Quelque chose qui, un jour, aurait un sens, que nous pourrions un jour pardonner. Les années ont passé. Thomas a grandi fort et gentil, avec les yeux rêveurs de Sophie, mais avec une constance que je n'avais jamais vue chez ma fille. Il adorait la musique, jouait de la guitare comme s'il était né avec une dans les mains. Les soirs d'été, nous ouvrions les fenêtres et il jouait pour la rue, remplissant notre petit coin de Paris avec des mélodies qui semblaient raconter notre histoire. Je vieillissais. Mes cheveux, autrefois d'un châtain vibrant, étaient maintenant complètement blancs. Mes mains commençaient à trembler légèrement en tenant ma tasse de thé matinal. Mais ma détermination restait inébranlable. Pour Thomas, je restais forte. Pour son 15e anniversaire, j'ai reçu une carte postale. Sans expéditeur, juste une image de la côte de Marseille et une seule phrase écrite avec la calligraphie inconfondable de Sophie. Je me souviens encore. Thomas l'a trouvé en premier, en ramassant le courrier. Il est resté à regarder ce morceau de papier comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. C'est elle, n'est-ce pas? Pourquoi maintenant? Pourquoi seulement ça? Je n'avais pas de réponse. Juste plus de questions qui s'ajoutaient à près de 2 décennies de silence. Ce soir-là, j'ai trouvé Thomas assis sur le rebord de la fenêtre, jouant distraitement de sa guitare sans vraiment jouer, laissant simplement ses doigts glisser sur les cordes. « Tu sais, j'ai peur de la rencontrer », a-t-il dit, sans me regarder. « Et si elle n'aimait pas qui je suis devenue ?» Je me suis assise à côté de lui, observant les lumières de Paris qui clignotaient comme des étoiles terrestres. « Thomas, tu es extraordinaire. Et quiconque ne peut pas voir cela ne mérite pas ton temps. Pas même ta mère. » Il a souri, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. Le même doute qui me hantait chaque soir avant de m'endormir. La carte postale de Marseille a été la première de plusieurs. Tous les quelques mois, une nouvelle arrivait. Toujours sans mots, juste des images Nice, Lyon, Bordeaux comme des miettes de pain sur un chemin qui semblait se rapprocher de Paris. Et puis, 3 jours avant le 18e anniversaire de Thomas, alors que le printemps s'épanouissait dans les jardins des Tuileries et que les Parisiens recommençaient à occuper les terrasses des cafés, la sonnette a retenti. 18 ans plus tard, Sophie était à notre porte. Plus âgée, oui, avec de fines rides autour des yeux, mais toujours avec ce regard inquiet qui l'avait toujours caractérisé. Et elle n'était pas seule. « Maman » a-t-elle dit, sa voix un murmure presque inaudible. « Voici Louis. Mon fils. Le frère de Thomas. » C'était comme si le temps s'était figé sur ce palier du 6e étage d'un immeuble haussmannien à Paris. 18 ans d'absence, et Sophie ne revenait pas seulement, elle apportait avec elle une bombe à retardement émotionnel. Le petit Louis, âgé d'environ 5 ans, s'accrochait à la jambe de sa mère, ses yeux les mêmes yeux que Sophie, les mêmes yeux que Thomas écarquillés de curiosité. « Je peux entrer ?» a demandé Sophie, et j'ai réalisé que je bloquais l'entrée, figée entre le choc et la colère, entre le soulagement et la peur. Que dirais-je à Thomas? Comment expliquerais-je que sa mère, qu'il avait abandonnée sans regarder en arrière, avait formé une autre famille? Mais avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu la voix de Thomas derrière moi. « Maman ?» Les premiers jours après le retour de Sophie ont été comme marcher sur des éclats de verre. Chaque mot, chaque regard, chaque silence portait le poids de 18 ans d'absence. Thomas oscillait entre une joie prudente et une colère contenue. Je voyais comment il observait chaque interaction entre Sophie et le petit Louis, comment ses yeux enregistraient chaque sourire, chaque caresse qu'il n'avait jamais reçue. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» ai-je demandé à Sophie la 3e nuit, quand nous avons finalement pu avoir un moment seul dans la cuisine,
pendant que Thomas emmenait Louis voir les lumières de la tour Eiffel clignoter à leur pile, une gentillesse qui m'a surprise, compte tenu des circonstances. Sophie tenait une tasse de thé, ses longs doigts si semblables à ceux de Thomas serrant la porcelaine comme si elle cherchait de la chaleur. « Louis a une leucémie », a-t-elle dit, les mots tombant comme des pierres dans le silence de la cuisine. « Nous avons besoin d'un donneur de moelle compatible. » Je ne le suis pas. Son père non plus. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Alors tu es revenu parce que tu as besoin de Thomas. Ce n'était pas une question, mais elle a répondu quand même. Ce n'est pas si simple, maman. J'allais revenir de toute façon. Je le planifiais déjà. Les cartes postales? 18 ans, Sophie. 18 ans sans un seul appel, sans un seul « va-t-il bien ?» Et maintenant tu attends que Thomas donne simplement une partie de lui-même pour un frère dont il ne savait même pas qu'il existait? Elle a baissé la tête, des larmes coulant silencieusement. Je sais que je ne mérite rien. Ni ton pardon, ni l'aide de Thomas. Mais Louis n'est pas responsable de mes erreurs. C'était la vérité la plus douloureuse. Le petit Louis, avec son sourire timide et ses dessins colorés qui décoraient déjà notre réfrigérateur, ne méritait pas de payer pour les péchés de sa mère. Je n'ai pas dit à Thomas cette nuit-là. Ni la suivante. Comment dire à un jeune homme qui venait de retrouver sa mère qu'elle était revenue par nécessité, pas seulement par amour? Paris semblait conspirer contre notre petit drame familial. Le printemps était exceptionnellement beau cette année-là. Les jardins explosaient de couleurs, les cafés débordaient de rire, la Seine reflétait un ciel d'un bleu impossible. Comme si la ville voulait nous rappeler que la vie continue, implacable dans sa beauté, indifférente à nos petites tragédies. Sophie a loué un appartement près d'une autre, dans le même arrondissement. Thomas a commencé à partager son temps entre les deux résidences, apprenant à connaître son frère, essayant de reconstruire une relation avec la mère qu'il n'avait jamais vraiment eue. J'observais de loin, le cœur serré. Thomas jouant de la guitare pour Louis, lui apprenant à faire des avions en papier, lui lisant des histoires avant de dormir, toutes les choses que Sophie aurait dû faire pour lui. Un après-midi, alors que Thomas était à l'université, il étudiait la musique à la Sorbonne, Sophie est apparue seule dans mon appartement. « Où est Louis ?» ai-je demandé, étonné par l'absence du petit. « Avec une baby-sitter. Nous devons parler. » Elle semblait déterminée, les épaules droites d'une manière que je n'avais pas vue depuis son adolescence. « Je dois dire la vérité à Thomas. À propos de Louis. À propos de pourquoi je suis revenue. Et j'ai besoin que tu sois là avec moi. » J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. D'un côté, la vérité trouve toujours son chemin. De l'autre, je craignais la réaction de Thomas. « Tu aurais dû lui dire dès ton arrivée, » ai-je répondu, la voix plus dure que je ne l'avais voulu. « Je sais. Mais j'avais peur. J'ai encore peur. Et s'il me détestait encore plus? Et s'il rejetait Louis? » J'ai secoué la tête, incrédule. « Tu ne connais vraiment pas ton fils, Sophie. Thomas a plus de capacité de pardon dans son petit doigt que je n'en ai eu dans toute ma vie. » Nous avons convenu de le dire à Thomas ce soir-là, dans mon appartement. L'endroit où il avait grandi, où il s'était senti en sécurité toutes ces années. Les heures jusqu'au moment de la révélation sont passées comme au ralenti. J'ai préparé le dîner coq au vin, le plat préféré de Thomas, plus pour avoir quelque chose à faire avec mes mains que parce que je pensais vraiment que la nourriture adoucirait ce qui allait venir. Thomas est arrivé à cette heure, portant des partitions et un sourire fatigué. « Où est le petit monstre ?» a-t-il demandé, faisant affectueusement référence à Louis. « Avec une baby-sitter » a répondu Sophie, sa voix tremblante trahissant sa nervosité. « Nous devons parler, Thomas. » J'ai vu son sourire vaciller, remplacé par une expression prudente qui était apparue souvent ces derniers jours. Nous nous sommes assis dans le salon, l'arôme du dîner imprégnant l'air,
la lumière dorée du crépuscule parisien filtrant à travers les fenêtres. Sophie a commencé de façon hésitante, les mots trébuchant les uns sur les autres. Elle a parlé des années loin de nous, de la façon dont la peur et la honte l'avaient empêchée de revenir plus tôt. De sa rencontre avec le père de Louis, un musicien comme Thomas, pendant une tournée sur la côte française. De sa tentative de créer une famille, mais de la façon dont la relation s'est effondrée lorsque Louis a été diagnostiqué. Et puis, finalement, elle est arrivée au point crucial. Louis a une leucémie, Thomas. Nous cherchons un donneur de moelle compatible. Et j'espérais que tu pourrais faire le test de compatibilité. Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas est resté immobile, les yeux fixés sur Sophie, l'expression impossible à déchiffrer. C'est pour ça que tu es revenu, a-t-il finalement dit. Ce n'était pas une question. Pas seulement pour ça, Sophie a essayé d'expliquer, les mots sortant précipitamment. Je prévoyais déjà de revenir. Les cartes postales? Les cartes. Thomas a ri, un son sans humour. 4 mots en 5 ans. C'est comme ça que tu planifies un retour? Il s'est levé brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. De dos, les épaules tendues, il semblait plus âgé que ses 18 ans. Tu sais ce qui est le plus ironique, a-t-il continué, toujours sans se retourner. J'ai toujours fantasmé sur ce moment. Sur ton retour. Dans mes imaginations, tu avais une explication incroyable. Tu avais été kidnappé. Tu nous protégeais, mamie et moi, d'un danger terrible. Tu avais perdu la mémoire. Il s'est retourné, enfin, les yeux brillants de larmes contenues. Mais la vérité, c'est que tu ne voulais simplement pas de moi. Et maintenant tu as besoin de moi. Sophie s'est levée, essayant de s'approcher, mais Thomas a reculé. Ce n'est pas comme ça, Thomas. J'étais jeune, effrayée. Je n'étais pas prête à être mère. Et maintenant tu le es? Qu'est-ce qui a changé? Ah, oui. Maintenant tu as Louis. Le fils que tu as choisi d'élever. Les mots flottaient dans l'air comme des couteaux. J'ai vu Sophie tressaillir comme si elle avait reçu une gifle. Je suis intervenue, finalement, incapable de supporter la souffrance dans les yeux des deux. Thomas, je sais que c'est difficile. Impossible, même. Mais Louis est ton frère. Il n'est pas coupable. Je sais, s'est exclamé Thomas, passant ses mains dans ses cheveux en un geste de frustration. Bien sûr que je sais. Ce n'est qu'un enfant. Il a marché jusqu'à l'étagère où nous gardions les albums photos. Il en a tiré un à la couverture bleue décolorée, l'album de sa première année de vie. Tu lui as déjà montré ça, a-t-il demandé, se tournant vers moi. Sans attendre de réponse, il a ouvert l'album sur les genoux de Sophie. Regarde. C'est moi, à 3 mois. Premier bain. Première fois dans la neige. Premier Noël. Sophie a touché les photos de ses doigts tremblants. Et devine qui était là pour tout ça? Ce n'était pas toi. Sophie a commencé à pleurer ouvertement maintenant, de grands sanglots qui secouaient son corps. Je suis tellement désolée, Thomas. Si je pouvais revenir en arrière? Mais tu ne peux pas, l'a-t-il interrompu, la voix plus calme maintenant, presque résignée. Personne ne le peut. Il a marché jusqu'à la porte, prenant son manteau et son écharpe. Je ferai le test, a-t-il dit, sans se retourner. Pour Louis. Pas pour toi. Et puis il est sorti, nous laissant dans le salon avec l'arôme d'un dîner que personne n'avait plus d'appétit à manger et 18 ans de regrets pesant dans l'air. Plus tard ce soir-là, j'ai trouvé Thomas assis sur les marches du Sacré-Cœur, observant Paris illuminé à ses pieds. Je me suis assise à côté de lui en silence, offrant simplement ma présence. Tu savais, a-t-il finalement demandé. À propos de la maladie de Louis? Seulement depuis quelques jours. Je voulais qu'elle te le dise elle-même.
Il a hoché la tête, acceptant ma réponse. Tu sais ce qui est le plus étrange, mamie? Malgré tout, j'ai toujours l'impression que je lui dois quelque chose. Comme si, parce qu'elle est ma mère, elle avait un certain droit sur moi, sur mes décisions. Elle t'a donné la vie, Thomas. Mais c'est moi qui t'ai donné un foyer. Tu ne dois rien à personne. Il a souri tristement, posant sa tête sur mon épaule comme il le faisait quand il était enfant. Louis est exactement comme moi quand j'avais son âge. Même la façon de froncer les sourcils quand il est concentré. J'ai remarqué ça aussi. Il va s'en sortir? La question était chargée d'une préoccupation sincère. Je ne sais pas, mon petit. Mais nous ferons tout ce que nous pourrons. Et ainsi sommes-nous restés, grand-mère et petit-fils, observant la ville qui avait été notre refuge pendant tant d'années, tandis que le passé et le présent entraient en collision, et que l'avenir restait incertain comme les lumières vacillantes de Paris au loin. L'hôpital Saint-Louis se dressait imposant contre le ciel gris de Paris. Ses murs de pierre, témoins d'innombrables drames humains au fil des siècles, abritaient maintenant un nouveau chapitre de notre histoire familiale. Thomas a fait le test de compatibilité. Les jours d'attente pour le résultat ont été une torture. Sophie amenait Louis pour des visites régulières, et il était impossible de ne pas tomber amoureux du petit. Il avait le même sourire contagieux que Thomas avait dans son enfance, la même curiosité insatiable. Mamie, m'a-t-il appelé un jour. Sophie lui avait appris que j'étais aussi sa grand-mère. Pourquoi as-tu tant de livres? Nous étions dans mon appartement, Thomas à l'université, Sophie à un rendez-vous médical. Louis explorait les étagères qui allaient du sol au plafond, remplies des livres que j'avais collectionnés au cours d'une vie. Parce que chacun d'eux raconte une histoire différente, ai-je répondu, observant comment ces petits doigts passaient avec révérence sur les reliures. Comment notre histoire est-elle différente? La question m'a prise par surprise. Comment un enfant de 5 ans pouvait-il être si perspicace? Toutes les familles ont des histoires uniques, petit. La nôtre est compliquée. Il a hoché la tête avec sérieux, comme s'il comprenait parfaitement le poids de ce mot. Maman pleure la nuit, a-t-il dit soudainement. Elle pense que je n'entends pas, mais j'entends. J'ai senti un pincement au cœur. Malgré tout, je ne pouvais pas haïr Sophie. Plus maintenant. Voir comment elle se consacrait à Louis, comment elle luttait désespérément pour le sauver, m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur ma fille. Ta mère s'inquiète pour toi, ai-je répondu, simplifiant une vérité beaucoup plus complexe. Mais Thomas va m'aider, n'est-ce pas? Maman a dit qu'il est comme un super-héros pour moi. J'ai dégluti. Nous l'espérons, Louis. Le lendemain matin, le médecin a appelé. Thomas était compatible. Le soulagement que nous avons ressenti était indescriptible. Louis avait une chance. Mais avec les bonnes nouvelles est venue une révélation qu'aucun d'entre nous n'attendait. Il y a quelque chose d'inhabituel dans les résultats, a expliqué le docteur Mercier lorsque nous nous sommes réunis dans son cabinet. La compatibilité entre Thomas et Louis est exceptionnellement élevée. Plus élevée qu'on ne s'y attendrait entre demi-frères. J'ai vu Sophie pâlir. Qu'est-ce que cela signifie? A demandé Thomas, assis rigidement à côté de moi. Le médecin a hésité, visiblement mal à l'aise. Eh bien, normalement, nous verrions ce niveau de compatibilité entre frères complets. Même mère, même père. Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas a regardé Sophie, qui semblait sur le point de s'évanouir. Sophie, ma voix est sortie comme un murmure. Y a-t-il quelque chose que tu ne nous as pas dit? Elle a commencé à pleurer, les mains couvrant son visage. Entre les sanglots, la vérité a finalement émergé. Le père de Louis est le même que celui de Thomas. C'était comme si le sol disparaissait sous mes pieds. 18 ans de mensonges. Pas seulement l'abandon, mais le déni à Thomas de connaître son père, d'avoir cette partie de son identité.
Tu as dit qu'il ne savait même pas que j'existais, a parlé Thomas, la voix dangereusement calme. Dans ta lettre. Celle que tu as laissée quand tu m'as abandonné. J'ai menti, a admis Sophie, regardant finalement son fils. Il savait. Philippe savait à propos de toi. Philippe, a répété Thomas, testant le nom de son père sur sa langue pour la première fois. Et il a accepté de simplement me laisser? Sophie a acquiescé misérablement. Nous étions jeunes. Effrayés. Il était musicien, toujours sur la route. Je voulais étudier, voyager. Un bébé ne faisait pas partie des plans. Alors vous avez décidé ensemble. La déception dans la voix de Thomas était palpable. Ce n'était pas seulement toi. C'était vous deux. Oui, a-t-elle chuchoté. Mais c'était mon idée de te laisser avec maman. Philippe voulait d'autres options. J'ai senti un frisson en imaginant quelles pouvaient être ces autres options. Dieu merci, Sophie avait au moins eu la décence de me choisir plutôt que celle-ci. Et après? Que s'est-il passé? Ai-je insisté, ayant besoin de comprendre comment nous en étions arrivés à ce point. Nous nous sommes séparés peu après. J'ai voyagé, j'ai essayé d'oublier. Mais je n'ai jamais pu, pas complètement. Des années plus tard, nous nous sommes retrouvés à Marseille. Il avait un groupe local, je travaillais comme guide touristique. Une chose en a entraîné une autre. Et Louis aîné a complété Thomas, observant son frère qui jouait, inconscient de la tempête émotionnelle dans la salle d'attente. Philippe est resté cette fois. Pour un temps. Jusqu'à ce que Louis tombe malade. La pression était trop forte, il est parti à nouveau. Tel père, tel fils, a murmuré Thomas amèrement. Je l'ai cherché, a continué Sophie. Pour le traitement de Louis, pour l'avertir de la maladie. J'ai découvert qu'il était à Paris. Ironiquement, si près de vous pendant toutes ces années. Thomas s'est levé brusquement. Je veux le rencontrer. Thomas, ai-je essayé d'intervenir? Peut-être devrions-nous d'abord digérer tout cela. Non, a-t-il coupé, déterminé. J'ai attendu 18 ans. Je ne vais pas attendre un jour de plus. Sophie semblait terrifiée. Il ne sait pas que je suis revenu. Que je vous ai trouvé. C'est ton problème, Thomas a haussé les épaules, avec une dureté que je n'avais jamais vue dans ses yeux auparavant. Soit tu m'emmènes à lui, soit je le trouve moi-même. Paris peut être grande, mais le monde de la musique est petit. Sophie a réalisé qu'elle n'avait pas le choix. Elle a acquiescé, vaincue. Il joue au caveau de la Huchette. Presque tous les soirs. Le célèbre club de jazz du quartier latin. À seulement 15 minutes à pied de notre appartement. Toutes ces années, et le père de Thomas était à une courte promenade de distance. Ce soir-là, malgré mes protestations, Thomas est allé au club. Seul. Il a insisté que c'était quelque chose qu'il devait faire par lui-même. Je suis restée à la maison avec Sophie et Louis, un silence inconfortable planant entre nous pendant que le petit dormait, épuisé par la journée à l'hôpital. Pourquoi maintenant, Sophie, ai-je demandé finalement. Après tant de temps, pourquoi as-tu décidé que Thomas méritait de connaître son père? Elle a soupiré profondément. Parce que je suis en train de mourir, maman. Le choc a dû être visible sur mon visage, car elle a continué rapidement. Ce n'est pas le cancer. Pas encore, du moins. Ce sont mes reins. Ils se détériorent progressivement depuis des années. Les médecins disent que j'ai au maximum un an, à moins que je ne trouve un donneur. Et Thomas? Il n'est pas compatible avec moi. Nous l'avons déjà vérifié discrètement, avec les échantillons qu'il a donnés pour Louis. Elle a ri sans humour. Ironique, non? Il peut sauver son frère, mais pas sa mère. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Et ajouter plus de culpabilité? Plus de complications?
Louis est la priorité maintenant. Après qu'il sera guéri, après que Thomas aura rencontré Philippe, alors peut-être. J'ai regardé ma fille vraiment regarder pour la première fois depuis des décennies. Sous la surface de la femme qui m'avait causé tant de douleur, j'ai vu des traces de la fille que j'avais un jour bercée dans mes bras. La fille qui avait promis qu'elle reviendrait toujours à la maison, peu importe à quel point elle irait loin. Tu aurais dû revenir plus tôt, ai-je dit doucement. Pas seulement pour Thomas. Pour toi. Je sais, a-t-elle murmuré. La peur est une chose puissante, maman. Aussi puissante que l'amour. Parfois, plus. Thomas est arrivé tard ce soir-là. Presque à l'aube. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Il s'est assis à la table de la cuisine où Sophie et moi attendions, une veillée silencieuse de deux femmes qui, de différentes manières, avaient construit leur vie autour de ce jeune homme. Il est exactement comme je l'imaginais, a finalement dit Thomas. Talentueux. Charismatique. Distant. Tu lui as parlé, ai-je demandé, tenant sa main sur la table. Oui. Il ne m'a pas cru au début. Il a pensé que je plaisantais, ou que j'essayais de le faire chanter. Thomas a ri sans humour. J'ai joué pour lui. Une musique que j'ai composée. C'est alors qu'il a compris. Il a dit que c'était comme s'entendre lui-même, des années auparavant. Et Louis? Tu lui as parlé de Louis? Sophie a demandé, la voix tremblante. Thomas a acquiescé. Il a été choqué. Puis furieux. Contre toi, pas contre moi. Il a dit qu'il avait le droit de savoir qu'il avait un autre fils. Sophie a baissé la tête, acceptant la critique. Il viendra à l'hôpital demain, a continué Thomas. Pour rencontrer Louis. Et pour faire aussi le test de compatibilité. Pour Louis, ai-je demandé, confuse. Thomas était déjà compatible. Non, Thomas a regardé directement Sophie. Pour toi. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Tu sais. Le docteur Mercier me l'a dit, quand je suis revenu pour signer les derniers papiers pour le don. J'ai pensé que je méritais de connaître toute la vérité, puisque je donne littéralement une partie de moi à cette famille. Sophie a commencé à pleurer silencieusement. Ne le dis pas à Louis, a-t-elle supplié. Il est trop petit pour comprendre. Je ne lui dirai pas, a promis Thomas. Mais pas pour toi. Pour lui. Le lendemain matin, à l'hôpital, j'ai enfin rencontré Philippe Rousseau. Grand, les tempes grisonnantes et les mêmes yeux pénétrants que Thomas. Musicien de jazz respecté dans le circuit parisien, jamais assez célèbre pour apparaître en couverture des magazines, mais assez talentueux pour gagner sa vie en faisant ce qu'il aimait. Il a hésité en me voyant, une reconnaissance réticente dans ses yeux. Madame Laurent, a-t-il dit formellement, tendant la main. J'aurais dû vous rencontrer il y a longtemps. Oui, ai-je simplement répondu, serrant sa main plus fort que nécessaire. Vous auriez dû. Louis était fasciné par le père qu'il ne savait pas qu'il avait jusqu'alors. Philippe avait apporté un petit saxophone jouet, et le garçon soufflait dedans avec détermination, remplissant le couloir de l'hôpital avec des sons discordants qui, étrangement, semblaient briser la tension. Thomas observait tout avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la colère, ni du pardon. Peut-être juste de l'acceptation, la compréhension que le passé ne peut pas être changé, seulement reconnu et, éventuellement, surmonté. Les jours suivants ont passé dans un tourbillon d'examens, de préparatifs et de conversations hésitantes qui tentaient de construire des ponts sur 18 ans d'absence. Philippe a fait le test de compatibilité pour Sophie. Le résultat a été négatif. Une déception, mais pas inattendue. La vie offre rarement des solutions faciles aux problèmes que nous avons nous-mêmes créés. La procédure de don de moelle de Thomas pour Louis a été fixée 2 semaines plus tard. Suffisamment de temps pour la chimiothérapie préparatoire du petit, pour les derniers examens de Thomas,
pour nous habituer à la nouvelle configuration familiale imparfaite, pleine de cicatrices, mais néanmoins, une famille. Un soir, j'ai trouvé Thomas jouant de la guitare sur le balcon de l'appartement, une mélodie mélancolique glissant entre les toits de Paris. « Tu composes ?» ai-je demandé, apportant 2 tasses de chocolat chaud, comme nous le faisions lors des froides soirées d'hiver quand il était enfant. « J'essaie » a-t-il répondu, acceptant la boisson avec un sourire. « C'est pour Louis. Pour qu'il l'écoute pendant le traitement. » J'ai senti mon cœur gonfler de fierté. Malgré tout l'abandon, les mensonges, la réapparition soudaine qui avait bouleversé sa vie, Thomas gardait son essence intacte. Sa capacité à aimer, à se soucier des autres. « Philippe m'a offert une place dans son groupe » a-t-il commenté d'un air désinvolte, jouant doucement des accords. Après que tout cela sera passé, avec Louis. Et qu'as-tu répondu? Que je devais réfléchir. Que j'ai l'université, mes propres projets. Il s'est arrêté, regardant la ville illuminée. Mais en vérité, j'ai peur. De quoi, mon petit? De m'attacher. De faire confiance. Et s'il disparaissait à nouveau? Comme elle l'a fait? J'ai posé ma main sur la sienne, sentant les callosités formées par des années à jouer de la guitare. La peur ne peut pas être la force qui guide nos décisions, Thomas. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Tu as eu peur aussi? Tous les jours depuis que Sophie est partie. Peur de ne pas être suffisante pour toi. Peur qu'elle ne revienne jamais. Peur que tu me blâmes, éventuellement. Il a semblé vraiment surpris. Je ne te blâmerai jamais, mamie. Tu as été la seule constante dans ma vie. Nous sommes restés silencieux, laissant la nuit parisienne parler pour nous, avec ses sons lointains de sirènes, de rires et de musique flottant dans les rues étroites. Sophie m'a parlé de ses reins, a finalement dit Thomas. De sa maladie. Je sais. Elle me l'a dit aussi. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je la trouve enfin, et elle est en train de mourir. Les mots sont sortis crus, douloureux, et j'ai réalisé que, malgré toute sa colère, Thomas aimait toujours la mère qu'il n'avait jamais vraiment connue. La vie se préoccupe rarement de justice, mon cœur, ai-je répondu doucement. Seulement de ses propres règles mystérieuses. Le matin de la procédure, l'hôpital Saint-Louis était anormalement silencieux. Ou peut-être était-ce simplement ma perception, aiguisée par l'anxiété. Thomas et Louis ont été préparés dans des salles séparées. Sophie était avec le petit, Philippe est venu rester avec moi et Thomas une trêve temporaire dans notre ressentiment mutuel pour le bien des garçons. Il a ta force, a commenté Philippe, observant Thomas discuter calmement avec les infirmiers. Et ton cœur? Il l'a, ai-je acquiescé. Malgré tout. Philippe a hésité, faisant tourner son chapeau entre ses mains. Tu sais, je me suis toujours demandé comment il serait. Ce qu'il serait devenu. Vous auriez pu le découvrir à n'importe quel moment au cours des 18 dernières années, ai-je répondu, incapable de contenir l'acidité. Oui, a-t-il admis, me surprenant par sa franchise. Et ce regret vivra avec moi pour toujours. Avant que je ne puisse répondre, le docteur Mercier est apparu pour emmener Thomas dans la salle de procédure. J'ai serré mon petit-fils fortement dans mes bras, sentant son cœur battre contre le mien, le même cœur que j'avais entendu pour la première fois à travers un moniteur d'échographie il y a presque 2 décennies. Je vais bien aller, mamie, a-t-il murmuré à mon oreille. N'aie pas peur. Les heures d'attente ont été une torture. Sophie et moi assises côte à côte dans la salle d'attente, unis dans notre préoccupation pour les garçons, séparés par des années de chagrin jamais complètement exprimés. Philippe faisait les 100 pas, l'énergie nerveuse d'un musicien sans son instrument pour canaliser ses émotions. Finalement, le docteur Mercier est revenu. Tout s'était déroulé comme prévu. Thomas était en récupération, se réveillant de l'anesthésie. Louis recevrait la moelle bientôt. Puis-je voir mon petit-fis,
ai-je demandé, me levant immédiatement. Le médecin a acquiescé, me conduisant à travers les couloirs aseptisés. Thomas était pâle, mais conscient, un faible sourire illuminant son visage quand il m'a vu. « Comment va le petit monstre ?» ont été ses premières paroles. « Il va recevoir ton don bientôt », ai-je répondu, tenant sa main. « Tu as été très courageux. » Il a fait un geste de rejet avec sa main libre. Ce n'était rien. Une piqûre et une sieste forcée. Typique de Thomas, minimiser son propre sacrifice. Toujours penser aux autres avant lui-même. Les jours suivants ont été critiques pour Louis. Le petit corps luttait pour accepter la nouvelle moelle, protégé en isolement pendant que son système immunitaire se reconstruisait. Thomas s'est rétabli rapidement, retournant à l'hôpital quotidiennement pour visiter son frère, même s'il ne pouvait le voir qu'à travers une vitre. Une semaine après la procédure, alors que Thomas et moi partagions un café à la cafétéria de l'hôpital, Sophie nous a rejoints, le visage illuminé par un sourire que je n'avais pas vu depuis des décennies. « Ça fonctionne », a-t-elle annoncé, des larmes de joie dans les yeux. La moelle se développe. Les cellules se multiplient exactement comme elles le devraient. Thomas a poussé un profond soupir, comme s'il avait retenu sa respiration pendant des jours. Quand pourra-t-il sortir de l'isolement? Encore quelques semaines, si tout continue ainsi, a répondu Sophie, s'asseyant avec nous. Le docteur Mercier dit qu'il n'a jamais vu une récupération aussi rapide. C'est comme si son corps reconnaissait la moelle comme la sienne. C'est parce que nous sommes vraiment frères, a simplement dit Thomas. Pas seulement à moitié. Sophie a baissé les yeux, la culpabilité encore fraîche malgré le soulagement pour la récupération de Louis. Thomas, a-t-elle commencé avec hésitation. Nous devons parler de l'avenir. De quand Louis sortira de l'hôpital. Quoi, a-t-il demandé, une prudence défensive dans sa voix. Je ne vais pas vous séparer à nouveau. Louis demande constamment après toi. Et je... Elle a respiré profondément, rassemblant son courage. J'ai moins d'1 an, probablement. J'ai besoin de savoir que vous aurez l'un l'autre quand je partirai. La dure réalité de la maladie de Sophie planait sur nous comme un nuage sombre dans un ciel de printemps. Aussi compliqués que soient nos sentiments envers elle, la perspective de sa mort prématurée était dévastatrice surtout pour Louis, qui affronterait la perte de sa mère peu après avoir lutté pour sa propre vie. « Que suggères-tu » ai-je demandé, brisant le silence pesant. « Je veux que nous restions ensemble. Nous tous. Pour le temps qu'il me reste. Pour que Louis connaisse son frère, sa grand-mère. Pour que je puisse... » Sa voix affaiblie. « Pour que je puisse essayer de réparer au moins une fraction de ce que j'ai fait. » Thomas a regardé par la fenêtre de la cafétéria, vers le jardin intérieur de l'hôpital où des patients en convalescence faisaient de lentes promenades, célébrant de petites victoires contre des maladies implacables. « Et Philippe ?» a-t-il finalement demandé. « Il fait partie de ce plan ?»« Si tu le veux » a répondu Sophie. « C'est ton choix, Thomas. Ça le sera toujours. J'ai vu mon petit-fils peser les mots, les possibilités, les implications. J'ai vu le garçon que j'avais élevé se transformer, devant mes yeux, en l'homme que j'avais toujours su qu'il deviendrait. 1 an, a-t-il finalement dit. Beaucoup peut arriver en 1 an. Et ainsi, au cœur de Paris, une famille brisée a commencé à essayer de se reconstruire, un jour à la fois. L'automne est revenu à Paris, peignant les jardins de teintes dorées et rouges. Louis est sorti de l'hôpital par un matin clair de septembre, exactement 3 mois après la transplantation. Son petit corps avait complètement accepté la moelle de Thomas, une victoire médicale que le docteur Mercier a décrite comme remarquable. Nous avons réorganisé nos vies. Sophie et Louis ont déménagé dans l'appartement à côté du mien, une coïncidence presque poétique, un logement qui était vacant depuis des mois soudainement disponible quand nous en avions besoin. Thomas a gardé sa chambre chez moi,
mais passait autant de temps dans l'appartement de Sophie que dans le nôtre, construisant avec Louis la relation de frère qui leur avait été refusée pendant si longtemps. Philippe entrait et sortait de nos vies comme la mélodie improvisée de jazz qui était sa marque de fabrique. Il ne vivait pas avec nous, mais rendait visite régulièrement, apportant toujours son saxophone pour des sessions musicales avec les garçons. Louis montrait le même talent naturel que son frère et son père, ses petits doigts glissant sur les touches du petit piano que Philippe avait apporté comme cadeau de fin de traitement. Quant à Sophie, sa santé se détériorait plus rapidement que les médecins ne l'avaient prévu. Les mois de stress avec la maladie de Louis, combinés à un traitement rénal inadéquat pendant des années de vie errante, prenaient leur tribut. En novembre, elle a commencé la dialyse 3 fois par semaine. Par un après-midi particulièrement froid de décembre, alors que Paris se préparait pour Noël, j'ai trouvé Thomas assis dans la cuisine, étudiant intensément quelques papiers. « Que examines-tu avec tant de concentration ?» ai-je demandé, plaçant une tasse de thé devant lui. « Des formulaires de dons de rein » a-t-il répondu, sans lever les yeux. « Je vérifie si je peux être donneur pour Sophie. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Thomas, c'est une décision énorme. Tu as déjà donné de la moelle à Louis. » C'était différent. Ce n'est pas une partie permanente de moi. Il a finalement levé les yeux, le regard déterminé. Un rein, c'est pour toujours. Exactement pour cette raison que tu dois réfléchir attentivement. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Et elle n'aura aucune vie sans un rein compatible. Il a soupiré, passant ses mains dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de Philippe que ça faisait presque mal à voir. Je ne fais pas ça pour le pardon ou la réconciliation, mamie. Je le fais pour Louis. Il a déjà assez souffert. La sagesse de Thomas, bien au-delà de ses 18 ans, ne cessait de me surprendre. Il avait trouvé une raison de considérer un don aussi significatif qui ne reposait pas sur sa relation compliquée avec sa mère, mais sur l'amour pour le frère innocent qu'il venait de rencontrer. Après d'interminables batteries de tests, le résultat est arrivé. Thomas était suffisamment compatible pour donner un rein à Sophie. Une compatibilité rare entre mère et fils, mais possible. Une autre tournure du destin qui semblait déterminer que ces vies fracturées devaient, d'une manière ou d'une autre, se reconnecter. « Je ne veux pas que tu fasses ça », a déclaré Sophie fermement quand Thomas a annoncé sa décision. Nous étions tous réunis dans mon appartement, Sophie, Thomas, Philippe, Louis, qui jouait aux jeux vidéo inconscient de la conversation des adultes, et moi. « Je ne te demande pas ta permission », a répondu Thomas calmement. « C'est mon rein, ma décision. Tu as déjà fait trop pour cette famille. Pour moi, qui n'ai jamais mérité. » « Ce n'est pas pour toi », Thomas l'a interrompu. « C'est pour Louis. Il a besoin de sa mère. » Le silence qui a suivi était chargé d'émotions non dites. Philippe, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement parlé. « Et ta musique, Thomas ? Ta carrière ? » La récupération d'un don de rein prend du temps. La Sorbonne m'a accordé un congé médical pour le prochain semestre. Je peux récupérer et reprendre mes études à l'automne. Et l'offre de jouer dans mon groupe, a persisté Philippe. Thomas a souri en coin, une expression qui rappelait tellement Sophie quand elle était jeune que j'ai presque avalé mon thé de travers. L'offre ne sera plus valable l'année prochaine ? Philippe a ri, levant les mains en signe de reddition. Touché. Et ainsi, 2 semaines après Noël, Thomas a donné un de ses reins à la mère qu'il connaissait à peine. J'ai observé les 2 être emmenés pour la chirurgie, un nœud dans la gorge en pensant à comment la vie nous avait amené à ce moment, un fils sauvant la mère qu'il avait abandonnée, un cycle de douleur finalement transformé en guérison. La récupération a été lente pour les 2. Janvier est passé dans un brouillard de visites à l'hôpital, de médicaments, et d'inquiétudes constantes. Louis partageait son temps entre les 2, apportant des dessins qu'il faisait pour « maman » et son « frère super-héros », comme il avait commencé à appeler Thomas. En février,
Sophie a eu un rejet modéré qui nous a tous effrayés, mais les médecins ont réussi à le contrôler avec des ajustements de médicaments. En mars, tous deux étaient enfin à la maison, récupérant lentement sous les premiers signes du printemps parisien. Un soir, alors que Louis dormait et que Thomas était à l'université pour une réunion avec ses professeurs à propos de son retour, Sophie m'a appelé sur le balcon de son appartement. Le coucher de soleil baignait les toits de Paris dans des tons d'orange et de rose, une beauté presque douloureuse. « Merci » a-t-elle dit simplement, la voix si basse qu'elle s'est presque perdue dans le bruit lointain de la ville. « Pour tout. » J'ai regardé ma fille vraiment regarder. Le visage qui portait les traces de beauté qu'elle avait toujours eues, maintenant marqué par des lignes de souffrance et de regret. Les yeux qui brillaient encore avec la même intensité, mais maintenant chargés d'une sagesse durement acquise. « Tu aurais fait de même » ai-je répondu, nous surprenant toutes les deux. « Je n'en suis pas si sûre » a-t-elle admis. « Je n'étais pas aussi forte que toi, maman. Je ne l'ai jamais été. La force n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons, Sophie. C'est quelque chose que nous développons quand nous n'avons pas d'autre choix. » Elle a acquiescé, regardant la ville qui avait été notre foyer, qu'elle avait abandonnée, et où elle était finalement revenue. « J'ai peur » a-t-elle confessé. « Pas de la mort. J'ai fait la paix avec ça. Mais de laisser Louis. Qu'il passe par le même abandon que j'ai causé à Thomas. Il ne sera pas seul, ai-je promis. Il a moi, Thomas, Philippe. Une famille qu'il aime. Une famille ? A-t-elle répété, comme si elle savourait le mot. Drôle comme la vie tourne, non ? J'ai fui pour échapper à une famille, seulement pour passer mes derniers jours désespérément à essayer d'en reconstruire une. Les semaines sont devenues des mois. La santé de Sophie s'est stabilisée, bien que nous sachions que le rein donné avait seulement acheté du temps, pas offert une guérison complète. Mais c'était du temps précieux, inestimable temps. Thomas est retourné à l'université, combinant maintenant ses études avec des performances occasionnelles dans le groupe de Philippe. Leur musique ensemble était quelque chose d'extraordinaire, comme si des décennies de séparation n'avaient jamais existé, comme si le talent et la passion coulaient naturellement du père au fils, un héritage que même l'abandon n'avait pas réussi à interrompre. Louis, complètement rétabli, a commencé à fréquenter l'école la même où Thomas avait étudié, où j'avais enseigné pendant des décennies. Les après-midi, j'allais le chercher, et nous marchions le long des rives de la Seine pendant qu'il me racontait ses aventures du jour, son vocabulaire impressionnant pour un enfant de 6 ans, son enthousiasme contagieux pour chaque nouvelle découverte. Lors d'un de ces après-midi, il m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « Mamie, pourquoi maman est partie quand Thomas était bébé ? » Nous nous sommes arrêtés sur un pont, observant les bateaux touristiques glisser sous nous. J'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, Louis, les gens font des choix difficiles à comprendre. Ta mère était très jeune, elle avait peur. Comme j'avais peur de l'hôpital ? Un peu comme ça, oui. Mais sa peur était différente. C'était une peur de ne pas être assez bien, d'échouer. Louis a considéré cela avec sérieux. Mais elle est revenue. Oui, elle est revenue. À cause de moi ? Pour toi. Pour Thomas. Pour nous tous. Il a hoché la tête, apparemment satisfait. Thomas m'a dit que parfois nous devons pardonner aux gens, même quand ils font des choses très mauvaises. Parce que garder la colère ne fait que nous blesser nous-mêmes. J'ai dégluti, surprise par la profondeur de l'observation. Thomas est très sage. C'est le meilleur frère du monde, a déclaré Louis avec une conviction enfantine, avant de se distraire avec un artiste de rue qui faisait des bulles géantes pour divertir les enfants. Ce soir-là, j'ai partagé cette conversation avec Thomas alors que nous dînions ensemble dans mon appartement, une tradition du vendredi que nous maintenions religieusement, juste nous deux. Tu lui as vraiment dit ça ? Sur le pardon, ai-je demandé en servant plus de coq au vin, son plat préféré depuis l'enfance. Thomas a haussé les épaules,
un peu embarrassé. Il était inquiet. Il a remarqué la tension entre Sophie et moi. Il est trop perspicace pour son bien, ce petit monstre. Comme quelqu'un que je connais, ai-je commenté, souriant. En plus, a continué Thomas, c'est vrai. J'ai mis du temps à comprendre, mais porter cette colère pendant toutes ces années, ça ne me faisait pas du bien. Alors tu l'as vraiment pardonné? Il a considéré la question, remuant pensivement son vin, une habitude qu'il avait récemment acquise, cette appréciation contemplative des arômes et des saveurs. Je ne sais pas si pardon est le mot juste, a-t-il finalement répondu. Ce n'est pas comme si j'avais oublié ou comme si je pensais que ce qu'elle a fait était acceptable. Mais je comprends mieux maintenant. Les circonstances, la peur, la jeunesse. Il a légèrement souri. Et je dois admettre que gagner un frère comme Louis compense presque tout. L'été est arrivé, apportant avec lui une chaleur inhabituelle qui faisait chercher refuge aux Parisiens sur les rives de la Seine et dans les parcs ombragés. En juillet, nous avons réalisé le rêve de Louis de visiter la mer une semaine à Nice, tous ensemble. Sophie était déjà plus faible, ayant besoin d'un fauteuil roulant pour les longues distances, mais ses yeux brillaient en voyant ses fils courir dans les eaux bleues turquoises de la Méditerranée. Un après-midi, pendant que Thomas et Philippe avaient emmené Louis faire un tour en bateau, Sophie et moi sommes restés seuls sur la plage, protégés du soleil par un grand parasol. Nous observions l'horizon infini, le point où le bleu de la mer rencontrait le bleu du ciel, une ligne ténue séparant deux mondes. « Tu sais ce que je regrette ?» a-t-elle dit soudainement. « Pas les voyages, pas les aventures. Je regrette les moments simples que j'ai manqués. Les premiers pas de Thomas, ses premiers mots, les petites découvertes quotidiennes. Tu as ces moments avec Louis, ai-je répondu doucement. Oui, a-t-elle souri, bien que ses yeux soient humides. Et ils sont précieux. Chacun d'eux. Mais ça fait encore mal de penser à tout ce que j'ai perdu avec Thomas. 18 ans qui ne reviendront jamais. Mais tu as maintenant, ai-je rappelé. Tu as ces moments, cet été, ce jour. Elle a acquiescé, respirant profondément l'air salé de la mer, c'est drôle. J'ai passé tant de temps à fuir, cherchant quelque chose que je ne savais pas définir. Et à la fin, ce qui comptait vraiment était exactement là où j'avais commencé. À la maison. En famille. Quand nous sommes revenus à Paris, les médecins ont confirmé ce que nous suspections déjà, le rein transplanté commençait à faillir. Le corps de Sophie, affaibli par des années de traitements inadéquats, ne pouvait plus soutenir la lutte. Il n'y avait plus rien à faire que gérer les symptômes et assurer son confort pour le temps qu'il restait. C'est Thomas qui a eu l'idée de tout documenter, créer un livre de souvenirs pour Louis. Nous avons commencé à rassembler des photos, des histoires, de petits souvenirs. Sophie a enregistré des vidéos pour que son fils les regarde à des moments importants de sa vie, son premier jour au lycée, sa remise de diplôme, peut-être un futur mariage. Des messages d'une mère qui savait qu'elle ne serait pas physiquement présente, mais qui voulait laisser quelque chose d'elle-même pour le guider. Philippe a contribué en composant des musiques pour chaque chapitre de la vie de Louis jusqu'alors sa naissance, ses premières années, la maladie, la guérison. Thomas a ajouté ses propres compositions, créant une bande sonore pour la vie de son frère. J'ai rédigé l'histoire de notre famille, pas la version adoucie que nous racontions à Louis, mais la vérité complète, pour qu'il comprenne quand il serait plus âgé. Les choix difficiles, les erreurs, les regrets, mais aussi la rédemption, le pardon, l'amour qui a finalement vaincu des décennies de rançéure. L'automne est revenu à Paris. Les feuilles ont commencé à tomber, l'air s'est refroidi, les jours ont raccourci. Sophie passait maintenant la plupart de son temps à la maison, sous soins palliatifs. Louis ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais il percevait que c'était grave. Il passait des heures assis sur le lit avec sa mère, lui lisant des histoires, lui montrant ses dessins, simplement étant présent. Thomas partageait son temps entre l'université, les soins à Sophie et s'assurer que Louis maintenait une certaine normalité dans sa routine.
Sa maturité et sa force m'étonnaient quotidiennement. Ce jeune homme qui avait été privé de sa mère pendant 18 ans la soutenait maintenant dans ses derniers moments avec une compassion qui transcendait toute la souffrance passée. Par une nuit particulièrement froide de novembre, j'ai reçu un appel téléphonique de Thomas. Sa voix était calme, maîtrisée, mais j'ai pu entendre l'émotion sous-jacente. « Mamie, je pense que c'est l'heure. Pourrais-tu venir ? Et ramener Louis de son cours de piano ?» Le cœur lourd, j'ai cherché mon arrière-petit-fils et nous sommes retournés à l'appartement de Sophie. Philippe était déjà là, assis silencieusement à côté de son lit, tenant sa main. Thomas était de l'autre côté, les trois formant un tableau qui, dans sa tristesse, contenait aussi une étrange beauté, une famille réunie, enfin complète, au moment de sa dissolution. Louis a couru vers le lit, grimpant prudemment comme Thomas lui avait appris, pour ne pas blesser sa mère fragile. « Maman, j'ai appris une nouvelle chanson aujourd'hui. Tu veux l'entendre ?» Sophie a souri, son visage émacié s'illuminant d'amour. « Bien sûr, mon petit. J'adore t'entendre jouer. » Louis est allé jusqu'au petit piano dans le coin de la chambre, le même que Philippe avait acheté, et a commencé à jouer une version simple de « La vie en rose », la chanson que Sophie avait l'habitude de lui chanter avant de dormir. Pendant que la mélodie remplissait la chambre, j'ai vu Sophie regarder chacun de nous, Philippe, Thomas, moi, et finalement Louis, comme si elle voulait graver nos visages dans sa mémoire pour le voyage qu'elle était sur le point de commencer. Quand Louis a fini de jouer, elle l'a rappelé. Avec un effort visible, elle a sorti une petite boîte de sous son oreiller. « J'ai quelque chose pour vous. »« Pour vous deux, » a-t-elle dit, regardant Thomas et Louis. « Ouvrez ensemble. » Les frères, séparés par 13 ans d'âge mais unis par un lien qui transcendait le temps, ont soigneusement ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient 2 pendentifs identiques des moitiés d'une note de musique qui, une fois réunies, formaient un tout parfait. « Pour que vous n'oubliez jamais, » a doucement dit Sophie, « que vous faites partie l'un de l'autre. Que la musique qui coule dans vos veines vient du même endroit. Que même mon absence n'a pas pu briser le lien qui existe entre vous. » Thomas, toujours maître de lui-même, a laissé les larmes couler librement. Il a aidé Louis à mettre son pendentif puis a mis le sien. « Je promets, Sophie, » a-t-il dit, utilisant son prénom pour la première fois depuis son retour, que Louis saura toujours combien tu l'as aimé. Qu'il aura toujours une famille. Elle a souri, la paix enfin visible dans ses yeux. Je sais. Et c'est pourquoi je peux partir maintenant. Sophie est partie cette nuit-là, silencieusement, pendant qu'elle dormait. Louis s'était endormi à ses côtés, sa petite main tenant la sienne. Thomas, Philippe et moi avons veillé en silence, témoins de la conclusion d'un cycle qui avait commencé 20 ans plus tôt, par un matin d'automne semblable, quand une jeune fille effrayée avait décidé d'abandonner son bébé. Les funérailles ont été simples, intimes. Louis a jeté une poignée de terre sur le cercueil, puis a regardé Thomas pour confirmation qu'il avait bien fait. Mon petit-fils a acquiescé, mettant un bras protecteur autour des épaules de son frère. En quittant le cimetière du Père Lachaise, un vent doux a soufflé, emportant les dernières feuilles de l'automne. Louis a levé les yeux, observant leur danse dans l'air. « Maman est au ciel maintenant ?» a-t-il demandé, la voix petite mais pas effrayée. « Elle est partout où la musique joue » a répondu Thomas, touchant le pendentif à son cou. « Partout où il y a de l'amour. » Louis a réfléchi à cela, puis a hoché la tête, tenant la main de son frère plus fermement. « Comme notre amour. »« Exactement comme le nôtre » a confirmé Thomas. Nous sommes rentrés à la maison, moi, Thomas, Louis et, à ma surprise, Philippe, qui avait décidé de rester. Pas dans le même appartement, mais assez près pour faire partie de la vie de ses fils. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la musique. Suivant la mélodie, j'ai trouvé Thomas et Louis dans le salon, jouant ensemble piano et guitare, une harmonie parfaite entre frères qui, malgré tout ce qui les séparait, avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre. En les observant,
j'ai pensé au voyage extraordinaire que nous avions parcouru. Une histoire qui a commencé par l'abandon et la douleur, mais qui, à travers des choix difficiles, le pardon et l'amour inconditionnel, s'est transformée en quelque chose de beau. Peut-être est-ce ainsi avec toutes les familles imparfaites, parfois fragmentées, mais toujours avec le potentiel de guérison, de reconstruction, de recommencement. J'ai pris soin de mon petit-fils depuis qu'il était bébé parce que ma fille l'a abandonné. 18 ans plus tard, elle est revenue. Et dans ce retour, aussi douloureux et complexe qu'il ait été, nous avons trouvé non seulement le pardon, mais aussi la rédemption. Aujourd'hui, alors que j'observe Thomas et Louis jouer de la musique ensemble dans le salon de notre appartement parisien, je pense à quel point la vie est imprévisible. Comment les choix que nous faisons, même les douloureux, même les mauvais, peuvent éventuellement nous mener à des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Louis a maintenant 7 ans. Il porte le pendentif de Sophie tous les jours, même pour dormir. Quand il pose des questions sur sa mère, Thomas raconte des histoires, pas seulement les bonnes, mais aussi les difficiles, adaptées pour qu'un enfant puisse comprendre. Parce que nous avons décidé que, dans cette famille reconstruite des cendres de l'abandon, la vérité serait notre fondation. Philippe est devenu une présence constante, bien qu'il garde toujours son appartement de l'autre côté de la rivière. Les week-ends, il emmène les garçons pour des promenades culturelles à travers la ville, musées, concerts, festivals. Il essaie de compenser le temps perdu, pas seulement avec Thomas, mais aussi avec moi. Lentement, nous construisons, sinon une amitié, au moins un respect mutuel basé sur l'amour partagé pour les garçons. Thomas a obtenu son diplôme de la Sorbonne avec les honneurs. Maintenant, il partage son temps entre des représentations avec le groupe de Philippe et un programme de master en composition musicale. Son talent est indéniable, mais ce qui m'impressionne le plus est sa capacité à aimer malgré tout, malgré la douleur, malgré l'abandon. Ou peut-être, à cause de ces choses. Quant à moi, Geneviève Laurent, maintenant âgée de 63 ans, j'ai trouvé une nouvelle définition de la famille. Ce n'est pas le sang, ni la perfection. C'est la présence. C'est le choix. C'est décider de rester, tous les jours, même quand il serait plus facile de partir. S'il y a une leçon que j'ai apprise dans ce voyage, c'est que l'amour véritable n'est pas un sentiment éthéré ou une émotion passagère. C'est un acte de volonté quotidien, un choix constant de placer le bien de l'autre au-dessus de notre propre confort, de nos propres désirs. Parfois, quand la nuit tombe sur Paris et que les lumières commencent à clignoter comme des étoiles terrestres, je m'assieds sur le balcon et pense à Sophie. J'imagine qu'elle serait fière de l'homme que Thomas est devenu, du garçon que Louis devient. J'imagine qu'elle a finalement trouvé la paix, sachant que ses fils sont ensemble, qu'ils sont aimés, qu'ils ont une famille. Mamie! Louis appelle de la salle, interrompant mes pensées. Viens voir. Thomas a composé une nouvelle musique pour le livre de souvenirs. Je souris et les rejoins, mon cœur rempli d'une joie que, 18 ans auparavant, je n'aurais jamais cru possible. La musique est douce, touchante, elle commence par des notes mélancoliques qui se transforment progressivement en une mélodie pleine d'espoir. Comme notre propre histoire. Quel est son nom? Je demande quand ils ont fini de jouer. Thomas échange un regard complice avec Louis avant de répondre. Elle s'appelle Retour. Parce que tous ceux qui partent ne sont pas perdus pour toujours. Parfois, ils trouvent le chemin du retour à la maison. Et tandis que la musique résonne entre les murs de notre appartement parisien, je pense que, malgré toute la douleur, toute la souffrance, toute l'incertitude, cela en valait la peine. Parce qu'à la fin, l'amour imparfait, compliqué, parfois douloureux est la seule chose qui compte vraiment. La seule chose qui reste. La seule chose qui, véritablement, nous sauve. Comme vous venez de l'entendre, à 63 ans, j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de perfection. C'est une présence. C'est un choix. C'est décider de rester, même quand il serait plus facile de partir.
Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Peut-être avez-vous élevé un petit enfant, comme moi, ou connu la douleur de voir un enfant partir. Peut-être essayez-vous maintenant de reconstruire un pont que vous pensiez avoir brûlé il y a des années? Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans mon histoire? Est-ce quand Thomas a décidé de donner un rein à la mère qu'il avait abandonnée? Ou quand j'ai vu ma fille Sophie partir en paix, sachant que ses fils sauraient l'un l'autre? Racontez-moi dans les commentaires. Comme je l'ai découvert après 18 ans, il n'est jamais trop tard pour le pardon, pour l'amour, pour retrouver le chemin de la maison. Et si cette histoire vous a apporté du réconfort ou une réflexion, abonnez-vous à cette chaîne, je vous en prie. Chaque nouvel abonné est comme une lumière qui me guide pour continuer à partager ces leçons que la vie m'a enseignées. Comme le dit la musique que Thomas a composée, tous ceux qui partent ne sont pas perdus à jamais. À notre prochaine rencontre.